On va démarrer la table ronde. Donc une table ronde qui s'intitule donc Construire ensemble et déployer une démarche éthique dans vos associations, dans votre association. Et nous allons donc avoir à la fois le témoignage et la présentation d'expériences croisées et aussi de regards croisés de la part donc à la fois, j'allais dire, dirigeants, de responsables d'associations, et puis aussi de l'expérience, chacun partant pas exactement du même endroit. Je pense que ça va faire écho fortement à ce que nous disait Fabrice Exil ce matin sur la diversité, l'importance de la diversité, de la façon dont on déploie une réflexion éthique et des espaces éthiques, peu importe comment on l'appelle, des collèges éthiques, des comités éthiques. Je ne pense pas qu'on puisse s'arrêter sur une terminologie, mais sur cette diversité de la réflexion. Voilà. Donc je vais donner la parole, peut-être d'abord une présentation de chacun rapide, et puis ensuite Monsieur Estienne qui démarre la présentation. Donc bonjour, Philippe Estienne, je suis directeur développement, accompagnement et patrimoine à l'ADAPI Noël Côte d'Armor. Donc je m'occupe de tout ce qui est projet, innovation, l'expression et la participation des personnes et le patrimoine immobilier. Bonjour, Ludovic Heus, directeur général de l'ADAPI de la Sarthe. Bonjour, Philippe Sanchez, formateur, consultant et conférencier sur l'éthique avec le cabinet Socrate et docteur en philosophie. Bonjour à tous, Dambasso, je suis directeur général adjoint de l'UNAPI Alpes-Provence. Voilà, donc la parole à Monsieur Estienne. C'est bon. C'est bon, donc bonjour à tous. Alors, j'ai fait un petit PowerPoint, mais vraiment juste quelques slides pour avoir des petits repères. Et donc, on m'a demandé effectivement d'intervenir sur l'éthique et puis un petit retour d'expérience, de notre expérience qui, a le mérite de se mettre en place et puis d'être là pour en discuter. Elle a surtout pas, c'est juste un exemple parmi d'autres de choses qui se font dans les différentes associations du mouvement UNAPI. Et je voulais vous le présenter quand même pour vous dire d'où on part et pourquoi on est parti sur cette démarche éthique. Alors il y a des choses effectivement qu'on va retrouver qui se sont dites ce matin. Donc la première chose, c'est effectivement l'évolution de la place des personnes accompagnées. Alors les personnes accompagnées, aujourd'hui, le regard qu'on porte sur elles est en train d'évoluer, alors dans nos associations, mais également dans la société. Avant d'être une personne en situation de handicap, c'est des citoyens comme vous et moi, donc il y a eu un débat ce matin, qui ont des droits, mais s'ils ont des droits, il faut rappeler aussi qu'ils ont des devoirs. Et effectivement, le regard qu'on leur porte est en train d'évoluer, puisqu'on ne les voit plus comme des personnes ayant des incapacités, des incompétences, mais vraiment des personnes qui ont des potentialités, des savoir-faire, des savoir-être. Et donc, ça se traduit effectivement aussi par toutes ces démarches d'autodétermination, de pouvoir d'agir qui se mettent en place. Et également, la place qu'on leur donne dans la représentation. Alors, il y a des places effectivement qui sont données dans les gouvernances. Donc nous, c'est encore un exemple parmi d'autres. On a depuis 10 ans des personnes dans le conseil d'administration. Maintenant, ils sont 5. Et depuis le début d'année, on a une personne également au bureau de l'association. Mais ils sont bien dans ces instances de gouvernance et c'est super important, mais qu'ils soient présents dans toutes les instances, alors on disait les instances où sont prises des décisions qui les concernent, mais en fait tout ce qu'on fait, ça les concerne, puisque la finalité de notre action à tous, c'est d'améliorer leur vie, leur qualité de vie, et leur permettre de bénéficier effectivement de leurs droits, donc ils doivent être partout. Dès que vous avez des projets, effectivement, il faut qu'ils soient là. Donc forcément, ça va avoir un impact sur ce qu'on va pouvoir proposer. Le deuxième, c'est l'évolution de l'offre. Donc l'évolution de l'offre, on en a parlé aussi ce matin. Donc effectivement, mise en place des dispositifs, évolution de l'accueil temporaire, de l'accueil de jour. On propose des parcours résidentiels, évolution avec le plan de transformation des ESAT. Donc tout ça, forcément, les choix ils vont être plus larges. Et le dernier, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans alors moi j'appelle ça du all inclusive, c'est-à-dire que auparavant on arrivait, on prenait le package et les personnes, l'association et en tout cas l'établissement devait répondre à tout. Aujourd'hui, on n'est qu'une partie de la réponse. Le reste de la réponse, il est donné dans la société. Et la société, la première porte d'entrée pour une société, c'est la mairie, puisque la mairie, elle connaît effectivement les associations et il y a plein de choses qui peuvent se faire dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, etc. Et donc, tout cela, et je le mets en dernier, ça a forcément un impact sur nos professionnels.
Alors, parce qu'on parle d'autodétermination des personnes, l'autodétermination des personnes ne pourra se faire sans le développement du pouvoir d'agir des professionnels. Et le pouvoir d'agir des professionnels ne pourra se faire sans l'évolution de nos managers, de nos directeurs, puisque, effectivement, pour que les choses se fassent, et tout ce qu'on vient de se dire, il y a forcément une prise de risque. Ça a été évoqué aussi ce matin. Prise de risque qui n'est pas une mise en danger. Ça a été assez bien expliqué, je trouve, tout au long de la matinée. Mais je vais aller vite, excuse-moi. Donc du coup, les 3 premiers éléments, qui sont l'évolution du regard qu'on porte sur les personnes, de leur place, l'évolution de l'offre et cette ouverture sur la société, fait que forcément, il y a une multiplication des possibilités d'essais et de rencontres avec des situations de la vie ordinaire. Et donc la multiplication, ça a été évoqué ce matin, des situations de dilemme ou de tension éthique. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'est une tension éthique ou un dilemme, c'était pas le propos de mon intervention. Et du coup, on s'est dit que forcément, il fallait qu'on prenne ce sujet dans notre association. Et on s'est dit, mais l'éthique, c'est quoi ? Alors nous, on en a fait une définition qui est la nôtre, qui est notre définition assez simple pour nous. Alors là, quand vous regardez sur Internet, des définitions, vous en avez plein. Puis il y a des experts dans cette salle qui sont des experts de l'éthique que je ne suis pas. Donc du coup, l'éthique est un processus de réflexion et de discussion par lequel on cherche à prendre une décision juste à une situation donnée en mobilisant les droits et les valeurs. Alors, on parlera tout à l'heure des droits et des valeurs, parce que on peut faire la discussion, discussion de comptoir, on a un sujet, on en parle comme ça, mais il faut que forcément on ait un cadre. De quoi parle-t-on et dans quel cadre on le parle pour qu'on ait tous les mêmes règles du jeu. Les règles du jeu, c'est effectivement, je vais l'évoquer un petit peu plus tard, de dire un petit peu quel est le cadre. Il y a la loi, bien sûr, tout le droit, mais il y a aussi un certain nombre de valeurs. Et les valeurs de l'ADAPI Noël ne sont pas les mêmes que certaines autres associations, sauf qu'ici, on a globalement les valeurs du mouvement Une API que l'on partage, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'une association commercial ou du CAC 40 qui a ses valeurs, c'est les leurs, c'est pas forcément les nôtres, mais en tout cas, il faut qu'on sache effectivement de quoi on parle. Et donc, quand j'avais mis un processus de discussion, c'est parce que forcément, il faut qu'on soit tous autour de la table et qu'on prenne des décisions, mais à plusieurs, que ce soit des décisions collégiales. Du coup, comment as-tu mis ça en place chez nous ? Alors ça, c'est un schéma, ça fait peur, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On a commencé par la droite, votre droite à vous, qui est effectivement la mise en place, quand on s'est dit, comment on peut réfléchir à tout ça. Bon, on a regardé ce qui se passe effectivement souvent dans les grosses structures. On fait un comité éthique. Alors, comité éthique, super, il y en a autour de la table, donc je fais un petit peu gaffe. On met des philosophes, on met des sociologues, et puis ils vont réfléchir, ils vont pondre des choses là-haut, et puis on va l'appliquer. Super, peut-être. Donc nous, en tout cas, c'est pas la voie qu'on a décidé de mettre en place. Pourquoi ? Parce que ces questions éthiques, c'est dans le quotidien qu'elles se posent. Et elles se posent où ? Et le quotidien, il est où ? Il est là. Il est au niveau de l'accompagnement, au niveau des réunions d'équipe. C'est là que ça se passe. C'est là que se posent les questions. C'est là qu'on cherche à avoir des réponses. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'effectivement, ça serait ici que ça se passe. Et le deuxième élément qu'on a décidé, donc là, on s'est quand même réunis, on a fait un comité d'éthique. Alors je vais quand même vous donner la composition. Dans le comité d'éthique sont présentes ce qu'on appelle, chez nous, on parle des 4 piliers. Alors on parle de la quadruple expertise, mais voilà. Donc en fait, les 4 piliers, il y a présence de parents, bien sûr, il y a présence de professionnels, il y a présence de personnes en situation de handicap, et il y a présence d'un partenaire. Donc le partenaire, là, on a travaillé, on a recherché aussi qui pouvait mettre en place une éthique qui nous correspondait, et on a travaillé avec Monsieur Nilès du cabinet Socrate, donc c'était notre partenaire. Et ce comité a décidé effectivement de la mise en place, qu'on appelle le terme qui fait bien, c'est une systémie éthique, donc globalement notre organisation. Et on s'est dit, il ne faut pas réinventer et remettre des instances qui n'existeraient pas. Parce que la Réunionnite, on est champion du monde dans notre domaine. Donc on va essayer de se baser sur des instances qui existaient. Les instances qui existaient, dans nos établissements, alors chez nous, il y a des comités qualité. Et ces comités éthiques et qualité, on va les faire évoluer en comités éthique et qualité. On va s'appuyer sur les réunions d'équipe et un lieu, alors on va se challenger là-dessus, monter en compétence justement nos CVS.
Parce que c'est là aussi que ça se passe. Quand tout à l'heure on parlait d'éthique, on disait l'éthique des professionnels, mais l'éthique des personnes accompagnées. En fait, moi j'en fais pas de distinguo. On a tous le même objectif. Et donc c'est à ce niveau-là aussi que ça peut se passer. Et donc, on s'est remis encore une couche en se disant, OK, on va aller se challenger jusqu'au bout. On va créer des binômes de veille éthique. Alors les binômes de veille éthique, ils vont être composés d'une personne en situation de handicap et d'un professionnel. Donc actuellement, ils sont en cours de formation. On a fait 3 formations, ils vont en avoir d'autres, une autre demain, voilà par exemple. Et on leur a fait une fiche mission. L'objectif étant que, à ce niveau-là, ils puissent participer à la discussion, pouvoir identifier si un questionnement est d'un niveau éthique ou pas, ou si c'est lié à une question de fonctionnement. Et il le remonte au comité éthique et qualité qui, lui, va prendre des décisions. Il peut avoir des décisions de prise ici. Et comme on le disait tout à l'heure, on est dans une éthique de la discussion. La distinction avec une éthique, on prendrait des grandes décisions, c'est que ce qui va être pris ici, dans cette équipe, alors prenons par un exemple d'un foyer de vie, qui va être pris dans un foyer de vie d'un autre foyer de vie dans notre département, peut être différente sur la même question dans un autre foyer de vie. Parce que l'environnement va être différent, l'équipe va être différente, la maturité va être différente, et donc il peut y avoir effectivement des discussions, des décisions qui peuvent être différentes. Par contre, sur des sujets plus épineux, genre fin de vie, genre non prise de médicaments, etc., c'est pas une équipe qui va pouvoir prendre une décision. C'est même pas au niveau d'un établissement que ça peut se faire. Il faut que ça soit des décisions associatives, voire des décisions nationales. Donc à partir de là, on a décidé effectivement que dans le comité éthique associatif, une fois par an, il y aurait un sujet un petit peu transversal et majeur qui serait évoqué. Voilà pour le... Je crois que je m'arrête là. Alors, si juste, voilà, quand je vous disais tout à l'heure, on n'est pas dans la discussion de comptoir au bar du coin, il faut qu'on ait des références. Et ces références communes, bien sûr, c'est les projets de l'UNAPI, c'est aussi le projet associatif, ça se décline dans les projets d'établissement et services, c'est-à-dire que ça donne le cap. Donc chacun sait où on va. Et normalement, comment on y va, puisqu'il y a des plans d'amélioration qui sont mis en place. Et le dernier, qui a élaboré le comité éthique et qualité, hop, c'est une charte éthique et déontologique pour lesquelles nous, c'est celle de notre association, on a pris les 5 valeurs. Alors je vous les cite juste, je ne vais pas vous les développer. C'est l'inconditionnalité des droits, la confiance, la solidarité, la compétence et l'humilité. Alors il n'y en a pas une privilégiée par rapport aux autres. Celle-ci, bien sûr, si on veut travailler avec d'autres et à l'extérieur, il faut faire preuve d'humilité. Il y a des gens qui savent faire des choses mieux que nous. Et puis, donc, si on arrive en disant on sait tout faire, c'est sûr qu'on va avoir du mal à collaborer. Et moi, celle qui me tient vraiment à cœur, c'est celle de la confiance. Parce que tout ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est basé aussi sur la confiance. Confiance des directions vis-à-vis des professionnels, confiance des professionnels vis-à-vis des personnes et inversement. Des personnes vis-à-vis des professionnels et ça remonte. Et cette notion de confiance, si on ne l'a pas, je pense qu'on n'arrivera pas à mettre les choses en place. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est parfait. Un grand merci, monsieur Estienne. Le chemin que vous avez parcouru témoigne bien sur cette diversité des possibilités et des chemins pour arriver à construire ces réflexions éthiques au sein de l'association. On va passer donc à un deuxième témoignage à 2 voix avec Ludovicus et puis Philippe Sanchez. Donc on vous laisse la parole. Je commence. Ouais. Donc c'est un témoignage, je rebondirai sur ce que Philippe vient de dire, sur sa conclusion en toute humilité, d'une expérience contextuelle sur un territoire d'une association. Et quelque part, l'éthique, on est tous bien d'accord, c'est le questionnement permanent. Et le questionnement permanent fait que, même si dans notre association, on peut dire que le questionnement éthique, le comité éthique, ça fait des années qu'on est dedans, on est en pleine refondation, re-questionnement autour de cette réflexion. Donc je vais être un peu plus clair là sur là où on en est aujourd'hui. Donc concrètement, l'association a décidé de se doter d'un comité éthique il y a 9 ans maintenant.
Donc peu de références sur d'autres associations, d'autres expériences. Donc à l'époque, l'association s'appuyait sur les recos d'ANESM, sur voilà, le questionnement éthique, en s'aidant de cabinet, et a mis en place un comité éthique avec des représentants de famille, des représentants du conseil d'administration, des représentants de professionnels, accompagnés par un tiers extérieur qui était un consultant et un philosophe qui amenait la réflexion et l'aide à la décision. Donc comité éthique qui a fonctionné sous cette forme pendant 5 ans, qui a permis de mettre en place 4 avis donc, qui étaient très fouillés, qui étaient des masses d'informations importantes, mais qui concrètement ont donné des impacts sur le terrain, mais un peu comme le fait une recommandation de bonne pratique professionnelle. C'est-à-dire un collège qui réfléchit à partir de situations émanant du terrain, donc des situations concrètes, mais à partir de la situation du terrain, on tire le fil, on va chercher les références philosophiques, les références sociologiques, les références du droit, etc. Et on arrive à un avis d'une vingtaine de pages, voilà, qui est intéressant en soi, mais qui n'a pas forcément donné la réponse à la situation de départ dans une réflexion voilà, pragmatiste et situationnelle. Donc au bout de 5 ans, donc à ce moment-là, c'était Philippe qui avait pris le relais de la posture de philosophe dans le comité éthique. Le conseil d'administration avait demandé à ce qu'on fasse un bilan de ces 5 années. Et ce qui est ressorti concrètement du bilan, c'est que intérêt effectivement des recommandations, intérêt de la réflexion, ça c'était indéniable. Par contre, un sentiment d'éloignement du terrain. Donc un comité associatif, donc la DAPI de la Sarthe, c'est une association départementale, hein, un peu plus de 2000 personnes accompagnées, un peu plus de 1100 salariés, donc un comité pour toute l'association. C'était du coup difficile d'avoir une vision sur le terrain de ce qui se passait. Expérience a été menée de mettre en place des référents éthiques dans chaque établissement qui faisaient le lien. Bon, pareil, ça a été assez complexe à mettre en œuvre. Et du coup, on a, avec Philippe, on a réfléchi, donc avec une partie des membres du comité éthique, à dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce comité éthique fasse sens, pour que ce comité éthique soit plus proche du terrain, soit plus réactif, et aussi puisse intégrer, parce que c'est aussi une commande du conseil d'administration, intégrer les personnes en situation de handicap qu'on accompagne. Parce que jusque-là, j'ai bien décrit le comité éthique, vous voyez bien qu'à quel moment je parlais des personnes. Donc on a essayé de réfléchir avec Philippe sur comment faire, avec des administrateurs, voilà, avec des membres du bureau et avec une cadre de direction sur comment faire. Et on est arrivé en fait à un comité d'éthique, je ne vais pas dire à géométrie variable, mais à 2 niveaux. Donc des comités éthiques locaux, donc un comité par direction, donc la direction habitat, la direction d'âme, la direction travail. Donc développe un comité éthique local composé de personnes accompagnées, familles professionnelles, et un comité associatif composé de 9 membres, 3 de chaque comité local. Donc est-ce que c'est plus opérant? Pour l'instant, l'avenir nous le dira parce qu'on en est au lancement de cette nouvelle modalité de fonctionnement. Mais le pari qu'on fait, c'est qu'en fait, on rejoint un peu ce que Philippe vient de présenter, hein, on a des comités locaux qui vont partir de saisine de situations pratiques du quotidien, avec une méthodologie, je laisserai Philippe l'expliquer un peu plus clairement et un peu plus pratiquement, qui nous permet en 2 heures de donner un avis du comité éthique. Et le comité associatif a un double rôle. Le premier, le pilotage de la démarche au niveau associatif, et le second, de pouvoir creuser des questions qui émaneraient des 3 comités. C'est-à-dire si un comité éthique, enfin si les 3 comités locaux nous disent, ben voilà, on a une situation autour du refus de soins, donc là il y a eu une telle situation, une telle situation, une telle situation, on a pu donner un avis, mais bon, on pense qu'il faudrait quand même creuser un peu plus cette question parce que il y a des choses voilà, qui nous enfin, sur lesquelles on a des insatisfactions. On pense qu'on n'est pas allé au bout de la dynamique. Alors le comité associatif pourra s'en saisir, comme fonctionnait notre comité précédent, en prenant le temps, voilà, 6 mois, 1 an si besoin, pour aller fouiller la littérature, pour aller fouiller ce qui se passe. Et du coup, on peut avoir donc 2 niveaux de réponse. Un niveau pragmatique, situationnel. On a une problématique, ça parle aux personnes accompagnées, ça parle aux professionnels, ça parle aux familles, on a un avis. Et après, on peut avoir un second niveau d'avis qui se rapproche du coup plus d'une recommandation de bonne pratique associative sur cette question. Donc voilà, donc je vous laisse
continuer. Oui, je vais continuer. Pour aller dans le sens de ce que disait Ludovic Huss, en 2022, donc j'avais intégré comme philosophe le comité depuis assez peu de temps. Monsieur Huss et son comité de direction ont organisé une demi-journée sur l'éthique pour les cadres de l'association. Et je pense que ça a été un peu le point de départ de la réflexion sur quoi faire autrement, parce il y a eu un travail qui a été fait pendant cet après-midi-là sur les avis qui avaient été émis depuis 5 ans par le comité. Et en fait, il faisait entre effectivement 12 et 20 pages. Et les chefs de service directeurs de l'association ont renvoyé au comité de direction, à moi, aux membres du comité. OK, mais on ne voit pas comment on va s'en servir avec nos équipes, quoi. Alors, il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a des chefs de service directeurs qui sont pu s'emparer de ces avis. Mais en tout cas, moi, ça a motivé ma réflexion pour l'animation des comités d'éthique, celui de l'ADAPI de la Sarthe. J'en anime aussi dans le monde hospitalier. Un avis, un livrable, quel qu'il soit, d'une instance éthique quelle qu'elle soit, doit avoir une utilité managériale. Il doit être, alors pour les cadres bien sûr, et puis pour les équipes qui se posent des questions éthiques, ça doit être un outil pour la réflexion. Et donc si effectivement déjà les cadres ne savent pas comment s'en servir parce que c'est trop long, parce qu'il y a trop d'éléments, parce que c'est trop déconnecté de la réalité, on tape à côté. De même que dans le fonctionnement du comité d'éthique précédent de l'ADAPI de la Sarthe, il y avait 6 salariés avec vous, en vous comptant ? Oui, il y avait 6 salariés, il y avait 6 représentants des familles et 6 membres, enfin 6 familles ou administrateurs. Voilà. Et donc, au regard, ce que j'ai dit à M. Huss assez vite, au regard des critères sur l'éthique du référentiel d'évaluation de la Haute Autorité de Santé, un comité d'éthique où il y a 6 salariés, si le comité d'éthique dispense les 1000 autres salariés de l'ASSO, on est même à plus que ça, je crois, à l'ADAPI de la Sarthe, de se confronter aux problèmes éthiques qui se posent au quotidien, un évaluateur ne peut pas mettre la note maximale. Alors, en général, le fait qu'il y ait un comité d'éthique, ça donne un certain crédit, et donc on n'aura pas une note minimale, mais en tout cas, ça ne peut pas être satisfaisant. Et donc, l'idée, c'était effectivement de pouvoir toucher un maximum de monde, aussi parce que la recette d'un comité d'éthique qui ne marche pas, et ça a été évoqué déjà ce matin, c'est que personne ne sait qu'il existe, pas grand monde. Fabrice Xil disait ce matin, les seuls qui les connaissent, c'est les 10 personnes qui en font partie. Donc, les 3 obstacles, c'est effectivement, les gens ne connaissent pas. Quand ils connaissent, ils ne savent pas exactement à quoi ça sert. Et ils ne savent pas exactement à quoi ça pourrait leur servir à eux. Et donc, c'est les 3 obstacles à soulever. Et pour ça, effectivement, avec le bureau de l'ADAPI de la Sarthe et la direction générale, on est parti sur 3 comités de pôle. Un sur le pôle travail, un sur le pôle habitat et un sur le pôle dispositif d'accueil médico-social pour les mineurs. Avec l'idée de faire connaître ces instances et leur utilité au plus près des services qui pourront avoir à bénéficier de cette réflexion et qui pourront la solliciter, qui pourront la stimuler, et aussi avec un point sur lequel j'ai pu insister en formation puisque j'ai formé les membres des différents comités, c'est que, et ça a été déjà dit aussi dans le courant de l'après-midi, de la journée, pardon, et c'est ce que Fabrice Xil avait aussi commencé par là, le comité d'éthique, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'éthique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des situations, parce qu'on est vraiment, et je vais y revenir après sur la méthode, on part de situations concrètes, il y a des situations qui sont particulièrement complexes et qui ne nécessitent pas un traitement urgent, qui vont pouvoir être traitées par le comité. Parfois, on a des situations plus urgentes et on n'a pas le temps d'attendre la réunion dans 3 mois du comité. Et donc, c'est bien d'avoir des référents éthiques ou des gens qui sont formés à la réflexion pour appuyer la réflexion au sein des équipes sans que forcément ça passe par le comité. Et là, à mon avis, dans ce mixte entre un comité ou plusieurs comités avec un comité associatif comme l'exposait M. Huss et des réunions éthiques au besoin, on peut répondre aux exigences faites par le référentiel d'évaluation de la Haute Autorité de Santé. Voilà. Et donc, effectivement, au niveau de la méthode, j'ai une conviction profonde qu'on partage au sein du cabinet Socrate, c'est que partir d'une question générale, c'est se vouer à enfoncer des portes ouvertes. Voilà. Alors,
des fois, on peut le faire avec brio et intelligence, mais à un moment donné, c'est insatisfaisant parce que, en fait, quand on reste dans le général, on est amené à répéter le droit, la déontologie, éventuellement la morale, des éléments du projet associatif. Et en fait, on va ajouter des textes généraux à d'autres qui existent déjà, et notamment les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Et donc, la mission d'un comité d'éthique associatif ou de comités d'éthique associatifs, c'est de travailler sur les problèmes qu'on rencontre au quotidien. Et un exemple qu'on travaillait avec la directrice de l'enfance de l'ADAPI de la Sarthe, vous avez une petite fille de 8 ans qui a des troubles du spectre autistique et qui est accueillie à mi-temps à ce qu'on appelait avant l'IME, maintenant c'est plutôt, on dirait plutôt le DAM. Et sa maman a un besoin crucial de travailler. Et donc, elle demande, cette maman, à ce que sa fille aille plus de temps à l'IME. Sauf que l'équipe, les personnes qui ont croisé leurs expertises autour de cette petite fille, estiment que, eu égard à ses troubles, à ses difficultés, et par la progression dans laquelle elle est là maintenant, même si ça avance bien, elle ne peut pas encore affronter plus de temps à l'IME. Et donc la question éthique par excellence, c'est qu'est-il juste de faire dans la situation? Et ça, c'est des questions récurrentes, puisqu'il y a des dilemmes quand il y a des règles ou des valeurs qui s'opposent. Et là, d'un côté, il est utile, qu'on soit dans une association de parents ou pas, de soutenir la famille, mais il est aussi utile, eu égard aussi à l'article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, de personnaliser l'accompagnement en fonction des besoins de l'enfant dans la continuité des interventions. Et donc, que faire, comment faire face à ce dilemme éthique? Voilà. Et c'est ce genre de situation sur lequel un comité d'éthique ou un groupe éthique qui se créerait en dehors du comité pourrait réfléchir. Et il y en aura également dans le secteur des adultes, puisqu'il y aura un comité d'éthique sur le pôle habitat, et puis également sur le pôle travail, où il peut y avoir aussi des situations de ce genre. Et en fait, la réflexion éthique va être intéressante pour tous quand on confronte la situation précise avec sa rugosité, ses difficultés, aux exigences à la fois éthiques, juridiques, morales d'une situation. Qu'est-il juste de faire dans la situation, eu égard au cadre normatif dont parlait Fabrice ce matin? Voilà. Et donc, c'est avec méthode, avec des questions bien balisées, quels sont les acteurs, quels sont les enjeux pour chaque acteur, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir, quel est le problème éthique, pourquoi la décision est-elle difficile à prendre pour l'équipe, quelles sont les règles ou les valeurs en tension, quels sont les moyens de l'équipe pour avancer dans la situation, quel est le cadre légal, quels sont les droits des usagers, quelles sont les règles que nous impose la loi dans cette situation, quelles sont les qualités éthiques qu'on peut mettre en place, la justice, la pondération, le respect, le courage, la responsabilité. Voilà. On se pose ces questions-là et après on réfléchit à des décisions. Et le comité d'éthique, en tout cas tel que je les forme avec le cabinet Socrate, ne prend pas les décisions, mais il peut faire des recommandations avec une comparaison de décisions entre celles qui nous apparaissent vraiment pas terribles et celles qui nous apparaissent meilleures, avec une évaluation de chacune de ces décisions. Voilà, c'est la méthode sur laquelle on travaille avec le cabinet Socrate et sur laquelle on forme les comités d'éthique pour être des comités d'éthique cliniques, c'est-à-dire vraiment au plus proche des personnes, de leurs difficultés et des difficultés qu'ils posent alors aux professionnels et aussi aux parents éventuellement. On a eu quelques saisines de parents, mais c'était dans l'ancien modèle de comité d'éthique. Et il est probable qu'on en ait d'autres, puisqu'il y aura aussi des parents au sein de des trois comités. Voilà. Et donc, c'est le projet sur lequel on est, avec le principal défi, dont on a aussi pu parler, c'est comment faire que les personnes accompagnées qui feront partie de ces comités ne soient pas là pour faire de la figuration et soient vraiment pour co-réfléchir avec nous. Dans le cadre de ce comité, voilà, de ces comités. Et juste pour conclure, donc effectivement les deux enjeux sur cette nouvelle mise en place de comité, ce que vous l'avez bien compris, on est vraiment là au lancement de cette nouvelle configuration du comité éthique, donc l'enjeu est double. Le premier, il est vraiment comment intégrer les personnes dans le comité pour que ce soit pas une participation alibi, parce que j'aime beaucoup, Patrick, ta
ta façon de parler, la participation alibi des personnes. Hein, c'est mieux dit que dire qu'on va mettre des pots de fleurs autour de la table. Ça, c'est un peu moins politiquement correct. Donc voilà, non, mais comment faire pour former les personnes, pour former les professionnels à accueillir les personnes dans le comité, etc. Donc ça, c'est vraiment un enjeu à court terme que l'on a. Et l'enjeu à moyen terme, c'est un échange que j'ai eu avec un chef de service il y a quelques jours. C'est justement avec la méthodo, avec la formation qu'on a à la méthodo éthique, c'est dire, bah voilà, on a un cadre qui nous permet de réfléchir à une situation en réunion d'équipe avant même de solliciter le comité local. Et que du coup, ça nous permet aussi à cheminer, ça nous permet d'avoir une autre modalité de réflexion sur quelquefois des situations qui viennent titiller et de se dire, bon, on s'arrête 5 minutes, on a une méthode qui nous aide à poser la pensée, et si ça ne nous suffit pas, à ce moment-là, on saisit le comité local. Et effectivement, le jour où on aura les 60 chefs de service de l'association qui pourront dire, voilà, on a notre cadre de réflexion, on sait que quand il y a une situation qui est problématique, on s'arrête, on a une façon de réfléchir, là je crois qu'on aura gagné. Merci beaucoup. C'est bon pour le témoignage. Juste peut-être une petite réflexion avant de donner la parole à Monsieur Dembasso. Dans l'exemple que donnait Philippe Sanchez, ça me faisait écho à un échange qu'on a eu ce midi et qui régulièrement est posé. C'est que pour moi, hein, le comité éthique ou l'espace éthique ou les espaces de réflexion éthique ne se substituent en rien aussi à d'autres espaces comme des groupes d'analyse de pratique, comme de la supervision, comme la nécessité d'avoir ces espaces-là, parce qu'on peut avoir, on disait tout à l'heure qu'il ne faut pas superposer non plus qualité et éthique. Il y a des liens, il y a un entrelacement, le mot me va bien, mais pour les autres espaces, il faut laisser aussi de la place à ces espaces. Alors c'est sûr, Fabrice Gilles le disait aussi, l'éthique, ça engage la question du temps, ça interroge la question du temps qu'on y consacre. Et c'est vrai aussi que d'autres espaces, comme les groupes d'analyse de pratique, comme la supervision, comme au sein de l'ASSO, on a mis en place ce qu'on appelle, alors le terme n'est pas joli, on n'en a pas trouvé d'autres, mais une cellule d'appui aux situations complexes. C'est-à-dire face aux situations complexes vécues, c'est d'offrir une possibilité à des professionnels de terrain et à des cadres de venir partager un espace d'échange et de parole d'une situation sur laquelle, malgré tout ce qu'ils ont pu faire, ils se heurtent à des difficultés majeures. Et ces espaces-là qui demandent du temps, je pense que personnellement, c'est du temps qu'on regagne ailleurs, à un moment donné, dans les pratiques du quotidien, parce qu'on va éviter, j'emploie souvent cette image-là, des nœuds qui se tirent, qui se serrent de plus en plus, parce que souvent dans les pratiques, on a des nœuds, et quand on tire chacun d'un côté d'un nœud, pour le dénouer, c'est très compliqué, plus on tire, et c'est encore plus compliqué si on rajoute de l'eau dessus. Parce que ça se tend encore plus, si on veut avoir une image. Donc, pour moi, une situation complexe, c'est un peu cette image-là, quoi. Et donc, l'idée, c'est de créer des espaces. Et je pense qu'il y a besoin de ça. Voilà, c'est une réflexion que je voulais partager de l'exemple de Philippe et puis de ce qui se met en place. Je vais donner la parole à M. Dembasso, pour le dernier témoignage. En tout cas, merci pour mes collègues qui ont parlé en premier. Mais ce que je voulais dire en préambule, c'est que je rejoins parfaitement la réflexion de comment il s'appelle, le monsieur Fabrice Gilles, qui disait qu'il faut que chacun essaie de trouver sa propre méthode dans la mise en place de la démarche. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est importante pour moi de souligner, c'est l'humilité. Soyez humble, parce que la question de l'éthique, quand même, ce n'est pas une question qui paraît simple. Ce n'est pas une question elle n'est pas du tout simple. Nous, on l'a mis en place avec l'arrivée de Stéphanie Gouvernal, que je remercie au passage, parce que c'est vraiment elle qui a initié cette démarche-là, tout en sachant qu'au début, avant sa venue, l'UNAP Alpes-Provence avait dans sa volonté de faire venir un chercheur sur une thématique laquelle on ne s'était pas vraiment posé la question, mais on se disait quand même que ça aurait été intéressant à un moment donné d'avoir quelqu'un qui nous aide dans nos réflexions par rapport à nos pratiques au quotidien. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée et qu'elle a su à un moment donné nous orienter, mais bon, on parlait beaucoup d'autodétermination à l'époque. Elle a su, et puis bon, finalement, sa recherche s'est orientée vraiment sur la partie éthique, et on est allé sur tout ce qui est dilemme éthique. Ce qu'elle a réussi initialement, enfin, ce qu'il faut reconnaître aussi à Stéphanie, c'est qu'elle a réussi à entrer dans l'intimité professionnelle de nos salariés. Parce que ce n'est pas de sujet simple, souvent, d'évoquer les difficultés qu'on rencontre au quotidien. D'autant plus que quand vous venez du siège, parce qu'effectivement,
une chercheuse était missionnée par le siège. Et souvent, malheureusement, mais bon, ça, c'est pas plus qu'à l'UNAPI qu'ailleurs, quand vous venez d'un siège et que vous arrivez dans un établissement, souvent, la tendance est qu'on n'a pas vraiment envie de parler des sujets qui posent vraiment problème. Il vaut mieux, à un moment donné, effectivement, faire passer les problèmes sous le paillasson. Et c'est vrai que cette difficulté était là, et c'est ce que je reconnais, parce que qu'on a longuement échangé, très souvent on travaille ensemble sur cette question-là. C'est vrai que ce qu'elle avait réussi, la preuve qu'elle avait réussi, que je lui disais, c'est que l'amie Stéphanie, vous avez réussi à rentrer dans l'intimité professionnelle de nos salariés. C'est-à-dire qu'ils osent parler de leurs problèmes, de leurs dilemmes éthiques qui se posaient dans leur quotidien, sans en avoir la peur du jugement de l'autre, ou même la sanction derrière. Et là, j'ai fait un parallèle avec une réunion à laquelle j'ai assisté c'était au mois de décembre. C'était sur les événements indésirables graves de santé, qui était organisé par la cellule Pasquale dans la région PACA. Et c'est vrai que parmi les intervenants, ils avaient fait venir un pilote instructeur. Après, on se disait, mais quel est le lien? Qui nous a fait une présentation qui j'ai trouvé extrêmement intéressante. C'est que sur le traitement, vous comprendrez d'où est-ce que je veux en venir. C'est vrai que dans le traitement des EIGS qu'on a dans nos établissements, ils ont fait venir un pilote instructeur d'Air France qui nous expliquait quelle était la démarche que le milieu de l'aviation avait mis en place au sein de leurs EIG. Effectivement, il ne vaut mieux pas qu'il y ait d'EIG au niveau de l'aviation puisque ça risque de poser de sérieux problèmes. Mais c'est des questions auxquelles ils se sont très tôt intéressés. Et in fine, je ne vais pas refaire en plus, j'en serais même pas capable. Ce qu'ils ont réussi au niveau de l'aviation, c'est de créer vraiment la culture de l'erreur. C'est-à-dire que je suis pilote, j'atterris, je rencontre des difficultés au moment de l'atterrissage. Ils ont créé une plateforme où je signale les difficultés que j'ai eues au moment de l'atterrissage. Comme ça, au moins, ça fait une base de données où tous les pilotes, au moment d'un atterrissage dans un aéroport, vont regarder les erreurs que les autres pilotes avaient commises au moment de leur atterrissage, sans être jugés par ses collègues, par ses confrères, en disant, voilà, effectivement, ce n'est pas un bon pilote. Donc, c'est vrai que cette question de dilemme éthique, je pense que pour faire le lien, je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment qu'au sein de nos organisations, que nous arrivions à créer cette culture de l'erreur sans avoir le jugement du collègue. Parce que souvent, effectivement, par rapport à certaines difficultés, on préfère passer les choses sous le paillasson et de ne pas en parler. Mais alors que si vraiment on arrive à créer cette culture où les gens vont s'exprimer librement sans la crainte de la sanction, sans avoir le jugement de son collègue, je pense qu'on aura déjà gagné pas mal de choses. Et c'est vrai que, du coup, ce que je disais à Stéphanie, elle a réussi à rentrer dans l'intimité puisque les gens, en animant les ateliers, nous, dans notre organisation, on est sur 3 territoires, on est une association assez importante, on est très dispersé, donc on est organisé en complexe. Donc Stéphanie faisait le tour de pas mal de structures pour effectivement échanger, animer des ateliers ou poser des questions sur des dilemmes éthiques. Ce n'est pas un exercice simple, ça il faut le dire aussi, il faut être honnête. Et ce que je disais quand j'assistais aux ateliers éthiques de certains complexes, je disais que c'est comme l'histoire de la chanson. En fait, quand vous mettez une musique et que vous chantez, vous pensez connaître les paroles de la chanson. Mais dès que la musique s'arrête, c'est là qu'on commence à bafouer. Et c'est vrai que Stéphanie, qui animait les ateliers, nous aidait beaucoup dans la mise en situation, dans l'analyse des situations et même dans l'identification des dilemmes. Et pourquoi j'ai dit que ce n'est pas un exercice simple? Parce que je ne peux pas assister à tous les ateliers qu'elle organisait. J'y allais à la fin des ateliers. Et souvent, quand je suis invité dans un atelier, non, ce n'était pas un atelier, c'était une commission. Dans notre organisation, on a mis en place, un peu comme chez vous,
des commissions au niveau des complexes et un comité associatif. Je reviendrai un peu plus tard sur les missions des uns et des autres. Et quand j'ai assisté à une commission éthique d'un complexe, souvent, le dilemme qu'on me présentait au début en me disant, voilà, on va traiter de tel dilemme dans le cas de la prise en charge, mais souvent, je me rendais compte en écoutant les différents participants, mais qu'il y avait plusieurs dilemmes. Parce que moi, de ma place de direction générale, l'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de la violence. Effectivement, c'est un cas qui a été traité au niveau d'un de nos complexes où on avait un jeune, une personne qui était qui souffrait de TSA et qui était extrêmement violent. Et donc, du coup, les équipes, au regard des difficultés, manque de personnel et tout, les équipes, certains professionnels, pour avoir, entre guillemets, un peu la paix, entre guillemets, je mets bien des guillemets, faisaient l'activité que souhaitait ce résident. Parce qu'en dehors de toute autre activité, ça devenait extrêmement compliqué dans la prise en charge. Donc, du coup, s'il aimait aller, je sais pas moi, aller se balader dans tel endroit pour ramasser tel type de plante, toutes les sorties se faisaient à cet endroit-là avec tous les autres résidents. Pour au moins, parce que tout simplement, il n'y avait pas assez d'effectifs pour pouvoir l'encadrer. On ne peut pas être dans du 1 pour 1. Donc, les professionnels allaient à cet endroit-là parce que là, à cet endroit, ils savaient qu'ils auraient, quelque part, il y aura quelque chose de construit et d'élaboré. Mais au détriment, et c'est vrai que ça leur posait problème parce qu'ils allaient tout le temps au même endroit, quid des autres résidents qui, peut-être, lui, n'avaient pas envie de faire une balade à cet endroit-là, mais ils étaient obligés. Et puis, les gens ont commencé à exprimer. Et puis, bon, quand les difficultés commençaient à prendre certaines proportions, parce que nous aussi, on avait des droits d'alerte au niveau des syndicats, parce qu'en cas de violence, il y avait des accidents de travail, il y avait et puis ça montait en puissance. Et moi, quand j'assistais dans ces réunions où j'avais le professionnel qui me disait, mais moi, ça me pose problème. Parce qu'aujourd'hui, je suis obligé de faire la même activité, alors que je sais, parmi les autres participants, ils n'auraient pas voulu faire cette activité. Mais comme on est en déficit de professionnels, on y va parce que sinon, la personne devient ingérable dans d'autres endroits. Donc, je ne suis plus vraiment dans mon rôle. Je fais ce qu'il y a de plus simple ou de ce qui me permettrait d'assurer un accompagnement au minimum. Donc, je suis vraiment en difficulté. Et c'est vrai que j'entendais les autres participants. Et moi, à notre niveau aussi, j'avais derrière, en toile de fond, l'idée des syndicalistes qui déjà nous envoyaient des droits d'alerte, qui alertaient l'inspection du travail. Et nous aussi, on était dans ce dilemme-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Protection des salariés, on garde le résident. Et puis même des fois, il y avait l'idée de est-ce qu'on ne doit pas exclure la personne? Bon, j'ai dit, attendez, on ne sort pas une personne aussi simplement. Et puis, ce n'est pas le but non plus. Si elle est là, c'est bien pour des problèmes. Enfin, si elle est là, c'est parce que voilà, il y a ces problèmes-là qu'il faut traiter. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est important, je dis, pour revenir, c'est qu'en fait, il faut qu'on instaure une culture de l'erreur et que les gens osent dire leurs problématiques dans leur pratique quotidienne. Et comme vous l'avez bien dit, il ne faut pas que cet espace éthique se substitue aux autres espaces. Mais en plus, il ne faut pas non plus en créer trop parce qu'à un moment donné, les gens s'y perdent. Et c'est vrai qu'aussi, on est pris par le quotidien. Et souvent, dans nos échanges avec Stéphanie, dans mon bureau, quand on échangeait, elle partait beaucoup, mais bon, c'est normal, c'est dans son rôle, il n'y a pas de critique, c'est dans son rôle de chercheuse et de philosophe. Elle en trouvait pas mal de portes. À un moment donné, je disais peut-être, Stéphanie, on va peut-être recadrer les choses, se calmer un peu, c'est pas que je veux pas qu'on n'aille pas sur d'autres versants, mais quand même, à un moment donné, il faut juste pas qu'on perde des équipes, il faut qu'on se concentre et qu'on y aille étape par étape. Parce que l'objectif, quand même, à la fin de sa période de thèse, c'était qu'on mette en place des commissions éthiques au niveau des complexes et qu'on mette un comité éthique au niveau associatif. Bon, on y est arrivé. Ce n'était pas évident parce que, comme vous le dites, chacun avance à son rythme et même on avait une disparité entre les directions des complexes sur l'avancée du projet puisqu'ils avaient par ailleurs d'autres problématiques. C'est pour ça que je dis effectivement, là je rejoins totalement Fabrice Gilles, il est important que chacun s'appuie des ressources en interne et chacun s'approprie une méthode qui lui correspond et correspond à sa réalité du quotidien. Et soyons humbles sur ces questions-là, parce que chaque fois que je disais à Stéphanie, on allait dans un comité éthique,
on sortait de la réunion, elle m'expliquait à la fin, j'ai l'impression que j'ai rien compris du tout, parce qu'en le dilemme éthique qu'on avait posé au départ, à la fin, on se rendait compte que c'était plus vraiment un dilemme. Je pense que ce n'est pas vraiment le vrai dilemme, il est au niveau du médecin, puisqu'il propose un autre traitement. Je disais à un moment donné, peut-être faudrait qu'on essaie de recadrer les choses. On y arrive petit à petit, et aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est une belle façon. Je ne peux pas dire que c'est une belle réussite, si on a réussi quand même à mettre en place les commissions éthiques, à mettre en place le comité éthique au niveau associatif. On en est au même stade que vous, on en est au stade de balbutiement, c'est-à-dire que, parce qu'on a créé pas mal d'outils, quand même, on a créé des fiches de saisine, on a créé une charte en interne, on a créé pas mal d'outils qu'on pourrait éventuellement vous mettre à disposition, mais bon, on verra les modalités pratiques pour que vous puissiez avoir accès à ces documents-là. Mais aujourd'hui, on a mis en place ces commissions-là, on a co-construit aussi des formations, mais vraiment adaptées à notre organisation. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, dans une commission, les commissions éthiques, c'est par complexe, par groupement d'établissements, où effectivement, ils traitent des dilemmes éthiques qui concernent le complexe. Et si à un moment donné, qui concerne essentiellement le complexe, et puis à un moment donné, au niveau du comité éthique, on pourrait reprendre les sujets transversaux, des dilemmes éthiques qui concernent tous les complexes pour lesquels, effectivement, peut-être il faudrait que l'association donne une recommandation ou se positionne par rapport à ce dilemme-là, ou éventuellement, le comité éthique associatif servirait également d'observatoire pour voir quels sont les différents dilemmes que nos professionnels se posent au sein des complexes dans leur pratique au quotidien. Voilà en gros vraiment ce qu'on a réussi à mettre en place. Maintenant, il faut qu'on continue dans cette lancée-là, puisqu'il faut former les professionnels, il faut former les référents, il faut former également les membres des commissions pour que les gens puissent vraiment s'en saisir. Et comme je dis, il faut y aller étape par étape et avec beaucoup d'humilité pour ne pas non plus perdre les professionnels en cours de route. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je retiens en effet l'humilité, ça a été évoqué plusieurs fois. Je retiens aussi l'idée d'un chantier qui n'est jamais fini. Et je pense que comme on chemine, plus on avance, plus il y a des questions ou des remises en cause et des remises en question quand on construit cette réflexion éthique. Donc je pense que c'est vraiment un parcours, pas du combattant, mais un parcours qui est re-questionné très très régulièrement. Juste une petite réflexion avant de donner la parole à la salle, puisqu'on a le temps, un bon petit quart d'heure de questions. Sur la culture de l'erreur, je trouve que c'est intéressant ce que vous évoquez. C'est un sujet qu'on aborde régulièrement, qui est posé, et on parle même de droit à l'erreur. Vous savez qu'on apprend en faisant des erreurs, donc pour apprendre, il faut bien parfois tenter des choses, et donc on fait des erreurs tous. Le seul sujet, et c'est un sujet éthique aussi, c'est que quand on accompagne des personnes, notamment des personnes vulnérables, quand on fait des erreurs et qu'on est professionnel, on fait des erreurs avec des personnes qu'on accompagne. Et quand on est parent, on fait des erreurs avec nos enfants, enfin, deux parents. L'exemple que vous avez donné est très juste et très intéressant parce que le pilote d'avion, il a intérêt à ne pas faire l'erreur quand il pilote avec 250 personnes ou 150 personnes avec lui. Il a intérêt à apprendre la culture de l'erreur pour éviter de faire l'erreur au moment où il est en train de piloter et d'atterrir avec un avion plein. Je pense que c'est une réflexion qui est un peu identique pour nous. C'est-à-dire que si le professionnel a le droit à l'erreur, il doit penser aussi que s'il fait une erreur, il engage, on parlait de responsabilité ce matin, mais aussi sa responsabilité. Et il est logique que des parents nous demandent des comptes là-dessus, quoi. Enfin, je pense. C'est un vrai sujet qui est aussi une question éthique. Voilà. Je vais faire comme Stéphanie. Ou bien tu prends comme tu veux. Ouais. Ça. Allez, je reprends le micro. Alors, des questions. Très bien. Voilà. On a le temps pour les questions. Allez-y. Oui, merci pour ces propositions. J'avais 3 questions. Les choses ne sont pas forcément claires, mais peut-être est-ce à dessein. Dans les missions des comités ou commissions, entre décision et préconisation ou recommandation. Je voulais que les différents intervenants puissent dire un peu ce qu'il en est. C'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'un comité éthique ou une commission éthique est fondée
à formuler des décisions ou des préconisations. On va prendre les 3 questions, allez-y. Oui, le deuxième point est en lien avec ma première question, à savoir que les professionnels de terrain, en tout cas nous, quand on a commencé à parler de la constitution d'un comité éthique, on a déjà une liste d'attente, j'allais dire, de questions, et des professionnels de terrain, en gros, attendent les décisions du comité éthique. On hâte, voilà, mais ils attendent des décisions et non pas des préconisations, et du coup, moi, ça me pose un petit peu question. Et puis le dernier point concerne l'implication des professionnels non éducatifs dans nos établissements sur ces questions éthiques. Moi, c'est quelque chose qui me semble particulièrement important. On a bon nombre d'intervenants qui ne sont pas identifiés, et on a bien vu avec toutes les questions Ségur et Ségur pour tous, qui ne sont pas identifiés comme ayant une fonction éducative, et pour autant, leur action a une visée d'accompagnement et de soutien. Et je trouve que ça serait vraiment très intéressant que ces gens-là puissent participer à un moment donné ou à un autre à la réflexion éthique, à la démarche. Et ça me paraît compliqué, en tout cas, de l'expérience qu'on a aujourd'hui. On a sollicité des candidatures. Aujourd'hui, on n'a que des professionnels de l'accompagnement qui candidatent pour participer au comité. Je vous remercie. 3 questions que je trouve très, très justes. On va répondre aux 3 questions, Ludovic. Oui, je veux bien répondre de ma fenêtre, encore une fois, humblement du contexte de l'ADAPI de la Sarthe. Effectivement, donc, le comité éthique émet des avis, des préconisations, mais pas des décisions. C'est une aide à la décision, c'est-à-dire le comité éthique donc, émet un avis qui aide ensuite le manager à prendre sa décision. Et en aucun cas, le comité éthique va dire, voilà, c'est ça que vous devez faire. Le comité éthique va dire, voilà, la meilleure solution d'après nous, ou la moins mauvaise solution d'après nous, ça serait celle-là. Maintenant, par contre, après, il y a ça, le comité éthique, quand on est sur le niveau associatif, peut émettre, donc c'est toujours un avis, mais avec des prises de position un peu plus arrêtées. Mais encore une fois, ce sont que des avis. Ça ne peut pas être une décision qui s'impose, enfin, dans notre pratique. Ensuite, sur la question des représentants professionnels, oui, on a presque exclusivement des professionnels de l'accompagnement qui se proposent pour être au comité éthique, mais pas que. Mais malheureusement, c'est très, très difficile pour nous de faire venir des professionnels qui ne sont pas dans l'accompagnement, même s'il n'y a aucune limite. Et la troisième question, je ne sais plus ce qu'elle était. Oui, donc oui, ça revient. Donc les 2 premières étaient communes. Dans les formations que j'anime pour le cabinet Socrate et mes collègues également, on précise à chaque fois, que ce soit dans le sanitaire ou le médico-social, que le comité d'éthique est consultatif. Par conséquent, il peut recommander une décision en comparant avec d'autres décisions qui lui paraît judicieuse, et donc faire une recommandation, mais elle ne s'impose pas. Alors après, il y a la question qui vient immédiatement quand j'ai dit ça, c'est et alors si les personnes qui doivent décider sont en désaccord total avec le comité d'éthique. Alors, pour moi, ça c'est jamais. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu de retour dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, dans les comités d'éthique que j'anime, puisque j'en anime, je ne suis pas conformé, je demande autant que faire se peut que la personne qui connaît la situation ou les personnes qui connaissent la situation soient là. Les personnes qui ont les 2 pieds dans la glaise puissent nous expliquer les difficultés de la situation. Donc à partir du moment où ils peuvent nous faire état des difficultés de la situation, dialoguer avec nous, réfléchir, des décisions qui seraient complètement à côté de la plaque, je ne vois pas comment c'est possible. Dans la mesure où, en tout cas avec la méthode qu'on utilise avec le cabinet Socrate, on fait en sorte de dégager du consensus et donc et du coup de la rationalité et pas sortir de lutte de pouvoir. Et donc il y a ça peut se poser, mais en tout cas quand les personnes sont là pour expliquer leur situation, sachant qu'il y a un principe d'égalité stricte au sein des comités, on tombe sur des décisions qui sont faisables. Parce que, alors moi, du coup, en tant qu'animateur, je me demande, mais est-ce que c'est vraiment faisable ? Voilà. Et donc, après, on peut aussi travailler sur des situations qui sont finies. Et dans ces cas-là, alors, soit effectivement, il y a encore quelque chose à faire, il y aura une décision à prendre, soit il n'y a plus rien à faire. Et de toute façon, la question ne se pose plus. Et puis, sur, effectivement, les professionnels de terrain qui attendent les décisions du comité d'éthique, quand je mène les formations, j'insiste auprès des membres du comité jusqu'à ce que votre mandat soit fini,
vous avez à répéter et répéter encore que le comité d'éthique est consultatif et qu'il ne prend pas de décision. Et il va falloir, toute la vie d'un comité, en espérant que leur vie dure très longtemps, il faut répéter un comité est consultatif et donc il ne prend pas de décision à la place de ceux qui doivent les prendre. C'est un peu sur ce que je voulais rebondir, c'est-à-dire le professionnel ne délègue pas la décision au comité éthique et ça ne dédouane pas le professionnel, qu'il soit cadre ou non cadre, de sa responsabilité dans la décision. Philippe, complément ? Non, mais j'avais complété, c'est normal. Les professionnels, ils n'ont pas attendu qu'on dise on va mettre de l'éthique dans notre association pour s'en poser. Sauf qu'ils ne mettaient pas ce terme-là sur l'éthique. On en parlait un petit peu, voilà, ça relève de l'éthique, mais sans savoir ce que c'était, parce que ça faisait bien de dire que ça relevait de l'éthique. Et là, en fait, dans nos démarches, qu'on essaye, c'est de les structurer, quoi. C'est-à-dire de leur donner quelques éléments pour avoir ce pas de côté, pour prendre ce temps et ce pas de côté pour mieux accompagner les personnes. Et le fait parce que de discussion, on peut discuter, mais discuter par rapport à quoi, c'est quoi nos références, donc c'est aussi important. Et aussi de dire qu'effectivement, ce n'est pas la décision d'une personne, c'est la décision d'un collectif. Et que des décisions par rapport à l'éthique doivent être des questions collégiales, ou des préconisations, on peut perdre le terme qu'on emploie. Donc c'est normal qu'ils aient plein de questions qui vont arriver. Mais après, c'est comme dans quand on a mis en place tout ce qui était événement indésirable, on s'est dit, oh là là, qu'on va mettre ça en place, on va en avoir. Effectivement, on avait les frites, on avait les machins, on avait le truc, il manquait des repas, il y en a eu de pléthore. Après, ça s'est régulé et ça sera la même chose, je pense, par rapport à l'éthique, parce qu'on va tous s'acculturer sur qu'est-ce qu'il y a, et ensuite, ça sera vraiment un outil au service d'un meilleur accompagnement des personnes, et des professionnels, et des parents. Je rejoins complètement mes collègues, puisque nous, on a eu le cas, notamment, je vous ai donné l'exemple des vues de la violence. Aujourd'hui, il serait qu'au niveau du comité éthique, on traite vraiment cette question de violence. Et sur certains établissements, les demandes même de certains salariés, c'est de mettre une fin à la prise en charge, une fin de prise en charge. Nous, on a abordé le problème autrement en disant, de toute façon, on ne peut pas mettre on peut pas déclarer, nous, à notre niveau, une fin de prise en charge. Ce sur quoi aujourd'hui, on les fait travailler, c'est sur la cartographie de la violence. Actuellement, ce serait qu'aujourd'hui, on a construit une cartographie de la violence en interne avec un logigramme qui dit à quel moment vraiment on intervient pour dire, pas pour déclarer une fin de prise en charge, mais au moins alerter. De toute façon, comme je le dis souvent, la violence classique, c'est géré dans les actes éducatifs du quotidien. Et c'est qu'on parle de violence, de fin de prise en charge quand on arrive vraiment à un niveau où on est plutôt dans la médicalisation, où la personne n'est plus du tout faite pour notre établissement, pour l'établissement d'accueil, et que ça crée beaucoup de problèmes. Mais effectivement, la volonté la demande de certaines salariés, c'est de dire quel est le positionnement par rapport à telle problématique, quel est le positionnement de l'association. Effectivement, on ne peut que donner un positionnement consultatif, mais également, c'est aussi une occasion de les faire travailler sur ces thématiques-là, parce que souvent, c'est les directeurs adjoints dans notre organisation qui les portent, qui vous disent, mais à un moment, est-ce qu'on peut déclarer une fin de prise en charge ? On va juste leur rappeler le texte de loi qu'on a voulu mettre quand à un moment donné, on vous dit qu'il y a une fin de prise en charge, mais derrière, vous devez proposer une solution pérenne avant de déclarer une fin de prise en charge. Donc voilà, du coup, la question juridique se pose aussi également à ce niveau-là. Et les risques sont tellement importants qu'on est obligé aussi que ces questions soient traitées au niveau associatif, parce qu'on ne peut pas faire prendre un risque juridique à l'association au niveau des commissions éthiques. Il faut que ce soit au niveau du comité d'éthique dont on fait partie des membres du conseil d'administration que certaines décisions peuvent être prises ou certains avis donnés. Je voulais juste me permettre de compléter par rapport à ça. On en parlait ce matin sur la question de la pluralité. C'est vrai que sur l'UNAPI Alpes-Provence, c'est une des raisons pour laquelle on a mis en œuvre des commissions éthiques à l'intérieur même des équipes. Donc quand vous avez dans une équipe, ce qu'on a mis en place, c'est un binôme co-référent, cadre, non-cadre. Bien souvent, à l'intérieur des commissions éthiques, sur 3 ans, 12 commissions éthiques qui se réunissent 3-4 fois par an, à un moment donné, on a été dans la décision. Quand vous avez des acteurs autour d'une table qui sont porteurs du dilemme et qui sont complètement impliqués et engagés dans ce dilemme, bien évidemment qu'on peut se donner au début d'une commission comme visée d'avoir un appui décisionnel si effectivement autour de la table, vous avez cadre, équipe, directeur présent et qui à un moment donné vont mobiliser cette délibération éthique au service d'une décision
collective. Ça rappelle un peu ce qui se passe dans le sanitaire et notamment la décision collégiale. J'ai eu l'exemple dans un DAM d'un directeur qui est membre de la commission, qui a amené un dilemme et qui, en sortant de la commission, quelques jours plus tard, a reçu la famille et a pu transporter. Et ce que ce directeur a dit, c'est je n'étais pas désincarné de la décision. Derrière moi, il y avait tout un collectif professionnel, personnes accompagnées, proches aidants, qui étaient avec moi pour poser cette décision. Moi, je pense que c'est là où on touche du doigt la pluralité des espaces de réflexion éthique, qui, à un moment donné, on peut se donner comme visée d'avoir un appui réflexif, on peut se donner comme visée d'être sur un niveau de questionnement, mais on peut aussi, moi je pense, surtout si vous choisissez de développer des commissions, des ateliers qui sont au cœur de l'intime des équipes. Et là, les professionnels vont quand même vous attendre à l'endroit de l'appui réflexif. Mais à un moment donné, moi je parle parce que moi j'ai 3 ans d'animation d'ateliers éthiques à une API, mais j'ai aussi 20 ans d'animation de comité éthique hospitalier. Donc à un moment donné, c'est quelque chose qui est attendu, cette question de la décision. Par contre, et je pense que vous en avez parlé, c'est la question de la méthode, c'est la question de la formation, c'est la question aussi de la rigueur, de quel cadre on se pose, et c'est vraiment la question de la visée. Donc c'était juste pour apporter un complément. Je pense que pour moi, les modèles ne sont pas figés. Voilà. Je pense qu'il faut se donner la souplesse de votre organisation, de votre contexte, de ce qui est attendu, en fait, votre histoire. C'est hyper, pour moi, c'est d'une grande complexité. Ok. Je pense qu'il y avait une question tout à l'heure là-bas. Oui, tout à fait. Il faut lever. Par ici. Juste, monsieur, allez-y. Oui, bonjour. Jean-Marie Gorieux, directeur général AFDAIM ADAPI 11. Je voudrais qu'on justement on revienne pour faire le lien avec la dernière intervention sur la question de la formation. J'aimerais bien creuser un petit peu plus avec vous, puisque vous avez une expérience. Formation en double expertise, en triple expertise. J'ai entendu Ludovic qui nous parlait sur la réflexion concernant la formation des personnes accompagnées. On a entendu ce matin la question du collectif, et ça me paraît vraiment une piste de travail intéressante. Et vous en êtes où? Et je suis un peu curieux. Voilà. Donc, comment vous en êtes avancé là-dessus? Et double expertise, y compris la formation pro-parents, est-ce qu'elles sont ensemble? Alors, pro-parents, oui, c'est ensemble, c'est Philippe qui a fait. Et sur les personnes accompagnées, donc on en a discuté pas plus tard qu'il y a 3 quarts d'heure. Voilà. Pour savoir comment faire, parce que là, c'est donc avec Philippe, on s'est dit, après, je laisserai compléter, mais former les personnes, ça s'improvise pas. On calque pas la méthode de formation des pros et des familles pour les personnes accompagnées. Donc on s'est dit là, clairement, on arrive aux limites de ce qu'on peut faire ensemble. Trouvons un autre partenaire, donc on l'a trouvé ce midi, pour avancer sur les personnes accompagnées. Mais il y a aussi un autre aspect sur lequel on doit avancer encore, parce qu'à chaque fois, je répète ce que je disais en préambule, c'est le questionnement permanent. Donc on a modifié le comité unique en comité locaux plus un comité associatif. Et plus on avance, plus on se rend compte que le lien que je trouvais quand je voyais le programme au départ, on disait un peu tiré par les cheveux entre autodé et éthique, mais non, il est de plus en plus clair. Et c'est comment, avec la formation des personnes accompagnées, on boucle la boucle avec notre programme de formation à l'autodé qu'on a mis en place depuis 4 ans. Voilà, au niveau de l'association, ça avance bien. On a une formatrice interne qui fait la sensibilisation professionnelle 1 jour par semaine. Voilà, donc on a à peu près un peu plus d'1 tiers des salariés qui ont eu la sensibilisation aujourd'hui. On commence la sensibilisation aux personnes accompagnées, les familles. On a des ambassadeurs qui ont été formés avec Martin à Trois-Rivières, etc. Donc voilà. Donc c'est des choses qui avancent bien. On se rend compte que là, il y a des choses qui avancent aussi. En fait, tout est dans tout. C'est avec la transformation de l'offre, la mise en place des dispositifs, etc. L'avancée de la gouvernance, la place des personnes. On a l'impression d'aller un peu dans tous les sens, mais non, en fait, tout ça est très cohérent. Et donc là, c'est justement aujourd'hui la petite brique qui nous manque, c'est comment former les personnes à l'éthique, comment avoir une vraie participation des personnes à l'éthique et comment faire le lien entre leur place dans la gouvernance, leur place dans l'autodétermination et leur place dans les comités éthiques. Donc, on en est là. J'ai pas la recette magique pour le faire, mais on va, sur les prochains mois, construire justement un programme spécifique à l'assaut. Je peux faire juste un petit retour d'expérience. Donc nous, on est en train de les former là. Donc on forme les binômes veille éthique, donc constitués d'un professionnel et d'une personne en situation de handicap. On n'a pas fait de recherche de formation spécifique, c'est adapté. Alors déjà, une des recettes de toute manière de toutes les formations, alors c'est d'être simple. Utilisons des mots simples et évitons les acronymes.
Faisons des temps aussi de travail, comme on dit dans les réunions, c'est maximum 3/4 d'heure, 1 heure, séquence de travail. Donc que ça soit en séquence de réunion, alors ça on l'applique, on essaie de se l'appliquer dans toutes nos réunions de plus en plus, et c'est les personnes qui nous amènent à faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on disait tout à l'heure, comment faire que les personnes ne soient pas plantes vertes et puis qu'elles soient là, elles sont participatives si on leur explique les choses simplement. Et ce qui est simple pour elles l'est pour tout le monde. Quand vous avez des conseils d'administration, donc nous on en a effectivement des personnes de conseil d'administration, je fais de l'adhérence, mais c'est par rapport à la notion de formation, qui peut être concentré sur un conseil d'administration pendant 3 heures? Personne, c'est impossible. Donc si maintenant, dans le conseil d'administration, de la même manière, on essaye de faire évoluer toutes les réunions de la même manière, les réunions de direction, c'est des séquences, alors des fois ça peut dépasser, ça peut être 1h15, mais si on peut les faire d'1 heure, c'est un petit peu ce qu'on fait, pause. Et puis après, on passe sur un autre sujet. Et ça bénéficie effectivement à tout le monde. Et donc, dans les formations, une des solutions, c'est celle-là. Et effectivement, les personnes, c'est une formation qui dure une journée. Donc, une journée, ça peut être long pour eux. Et en fait, il faut trouver des supports différents. Il faut utiliser le jeu de cartes, par exemple, qui vous a été présenté ce matin. Différents supports. En tout cas, pour l'instant, on n'en a fait que 2. Donc, le retour d'expérience, il est petit. Mais les personnes, elles sont participatives, quel que soit, alors avec quoi elles repartent, c'est un petit peu comme nous, quand sur cette fin de journée, avec quoi on va repartir, on va tous repartir avec des choses un petit peu différentes, mais en tout cas, c'est dans notre métier, c'est l'art de la répétition, et plus effectivement on les associe dès le départ et qu'on essaye effectivement de rendre ces discours et les choses compréhensibles, et même de les associer en tant que co-formateur, on fera bouger les choses, Et je peux vous assurer que c'est le cas. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses. On regarde ce qu'il y a à faire devant, mais des fois on oublie de regarder ce qu'il y a derrière et d'où on vient et ce qui a été fait. Mais si on leur donne une place, ils l'apprennent. Et puis dans la compréhension, ils sont tout à fait en capacité de le faire également. Merci beaucoup. Il y avait encore des questions. On va prendre 2 questions, une là et après on arrêtera. Une question et une remarque. La question, c'est sur les instances que vous avez pu mettre en place. Vous avez dit participation de directeurs de complexes ou de structures. En tant que délibérants, ils interviennent comme directeurs ou comme êtres humains? Ça, c'est la question. Et la remarque après, c'est, parce que c'est un angle qu'on n'a pas trop abordé, je pense, parce que je pense que ça pose la question du travail. Donc, on convoque la philosophie, mais pas l'ergonomie. Et en ergonomie, il y a toute cette question du travail prescrit et du travail réel. Donc de ce que ça demande et ce qu'on demande et ce que ça fait. Et peut-être que c'est l'intervalle où il y a des questionnements de nature éthique qui se posent. Votre première question est plus pour Ludovic. Oui, la première question, donc en fait, dans le comité éthique, une des bases du comité éthique et du fonctionnement du comité éthique, c'est que chaque personne est une personne. Que ce soit une personne accompagnée, que ce soit un administrateur, que ce soit une famille, que ce soit un pro, il parle en tant que personne. Et il n'y a surtout pas de hiérarchie. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez complexe parfois à mettre en place. Quand je suis dans le comité éthique, expliquer non, je ne suis pas le DG, je suis un membre du comité éthique, c'est un peu plus compliqué, mais il n'empêche que ça se fait. Il y a un grand appartement où on est très à l'aise et très au clair sur ce qu'on vient faire là. Ça devient naturel et chacun prend la parole de façon très naturelle. Alors, je vais ajouter, quand je forme des comités d'éthique, je précise qu'il y a un principe d'égalité stricte. Et que donc les gens sont là pour intervenir. Alors, effectivement, ils parlent de leur perspective et c'est toujours ça qui est enrichissant. Mais il y a 2 ennemis à la bonne tenue de séances de comité d'éthique, c'est l'inhibition et l'exhibition. C'est-à-dire que on profite si le DG ou le médecin ou telle personne qui a ou la présidente qui a une responsabilité dans l'association, c'est le dernier qui a parlé. C'est pas la peine d'avoir un comité d'éthique. Un staff de direction, c'est vachement moins difficile à organiser. Et c'est plus efficace, les décisions sortent plus vite. Et donc, il y a un principe d'égalité stricte dans les comités d'éthique. Et donc, le rôle de l'animateur, c'est aussi de garantir que ça se passe et de vérifier qu'il n'y a pas d'inhibition. Ou au contraire d'exhibition, où on profite que le DG et la présidente sont là pour avoir des revendications. Et sur l'ergonomie, moi, j'ai pas de réponse à donner, j'ai pas d'idée sur la question. Non, j'avoue que sur la question entre travail réel et travail prescrit, votre question, personnellement,
On pourra parler un autre moment. On va prendre une autre question, la dernière question. Pardon, il y a une personne, mais je suis également un petit peu ergologue. Si vous voulez, ultérieurement, on pourra en reparler, parce que là, on n'aura pas le temps. Oui, non, mais ergonomie de l'activité, et vous avez tout à fait raison. Mais je pense que c'est une question qui, à mon avis, faudrait refaire un séminaire. C'est technique. Alors, dernière question. Ma question est beaucoup plus simple, dans un certain sens. Comment faire redescendre toutes ces belles paroles et tous ces beaux principes? C'est-à-dire que des comités d'éthique avec des DG, des présidents d'associations, faire participer les usagers au conseil d'administration, c'est génial, ça n'apparaît nulle part. La question est, comment ça redescend après? Un éducateur simple, dans une structure que vous avez, participe à la réunion d'équipe, réunion pluridisciplinaire, au groupe de travail s'il y en a, au CVS, etc., etc., etc. Entre lui et les DG, il y a ces comités d'éthique et des cadres. Les travailleurs sociaux, aujourd'hui, sont pris dans des normes, je ne dirais même pas les lois, juste les normes, et n'ont plus le temps de réfléchir, de faire les réunions d'équipe comme ils faisaient avant. D'où c'est bien, ces réunions d'équipe, ça réouvre un espace, une porte qui avait été fermée avant, mais dans quelle mesure un cadre qui veut tout contrôler, qui ne veut pas prendre des risques dans la gestion de son personnel et de ses établissements, peut s'engager dans une démarche d'autodétermination et d'autonomie qui signifie prendre des risques et laisser ça dans les mains d'un éducateur pour lequel il n'a pas le contrôle. Je parle de ça, par exemple, un éducateur qui ne peut, dans certains établissements, même pas contacter un partenaire, sans en informer ou envoyer en copie les mails au chef de service, voire au DG, si le partenaire est un peu chaud. Merci. Là, ça renvoie à la politique et à la stratégie associative. Et quand on parle d'autodétermination, c'est vrai qu'on a traversé un peu l'autodétermination des personnes et un peu des pros ce matin, mais on ne peut pas parler d'autodétermination des personnes si on ne travaille pas d'autodétermination des professionnels. Et là, ce que vous dites, il y a un vrai problème managérial derrière. C'est-à-dire, je vais parler de ma place de directeur général. Quelquefois, j'ai un président qui me pose des questions sur ce qui s'est passé dans l'établissement. Je dis, j'en sais rien, il faut que j'aille voir parce que le directeur, il a son autonomie, il a sa délégation, il gère. Et quelquefois, c'est le pro de terrain qui gère ses partenariats. C'est normal, c'est parfaitement normal. S'il y a un professionnel de terrain, après ça n'engage que moi, sur le contexte de l'asso dans lequel j'ai une délégation en tant que directeur général, si un professionnel de terrain doit commencer à faire un mail au chef de service, puis qui donne au directeur stratégique, au DG, et que ça doit redescendre, bon, on ne fonctionne plus, c'est pas la peine. Chacun a son autonomie. Donc, ça, c'est sur la dernière question. Et ensuite, sur le fait de descendre, c'est une des raisons pour lesquelles on a créé ces comités locaux, en plus du comité associatif, c'est qu'on considérait qu'il y avait trop d'écart entre le comité éthique unique associatif et le terrain. Et où, du coup, on s'est dit, voilà, on crée ce comité local qui est en lien vraiment avec le terrain et qui peut aussi avoir une prise de recul plus importante, un peu comme vous avez fait aussi sur une API à Provence, pour avoir des questions un peu plus larges. Mais un comité éthique doit être en lien avec le terrain et le professionnel doit avoir connaissance des préconisations qui sont données par le comité éthique. Juste avant, dernier mot de Monsieur Estienne et on arrêtera la table ronde. Juste, monsieur, vous avez posé une question simple qui amène des réponses bien complexes. Je me permets, c'est loin d'être... Je pense que votre question est loin d'être simple, à plusieurs niveaux. En plus, elle est à tiroir et à plusieurs niveaux. Pour finir. Ouais, je vais juste faire une remarque très, très rapide. Ouais, je vous ai utilisé un mot tout à l'heure qui est pour moi vraiment le plus important, la confiance. Il faut qu'effectivement la confiance, ça se décrète pas, ça se construit. Et effectivement, là, on a parlé d'outils qui soient en commun. Ce qu'il faut aussi, c'est du management participatif qui va mettre aussi en place. Donc, mais là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, pour qu'effectivement, ces questions que vous évoquez, elles se posent plus, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens, ils savent, il y a des délégations, etc. Ils savent ce qu'ils peuvent faire ou pas. Et autrement, vous avez vu dans mon petit schéma, nous, c'est l'expérience qu'on est en train de faire, c'est que ces réflexions, elles se fassent au plus proche du terrain. Donc, on a mis les CVS, on a mis les réunions d'équipe. Même pas dans des trucs intermédiaires, on est vraiment au plus proche de ce qui de l'accompagnement où là ça se passe et où les questions se posent. Donc on viendra vous voir dans quelques temps pour vous dire si ça fonctionne ou pas et surtout
impact ça a pu avoir sur effectivement le mieux-être, effectivement le bien-être, on va dire, des personnes et le mieux-être des professionnels dans leur pratique professionnelle au quotidien, quoi.